Donc Johan Vergès, moi je suis médecin généraliste, maître de conférences associé et doctorant au centre de recherche en épidémiologie des populations à Toulouse. Et du coup, vous pouvez voir mes liens d'intérêt si vous le souhaitez. Dans cette thématique de l'alliance entre surveillance épidémiologique et médecine générale, avant de parler de la deuxième thématique qui est la coqueluche, je vais rester sur la santé mentale et vous faire réfléchir sur la place du médecin généraliste et comment rattacher ça à notre pratique. Donc on pourrait déjà se dire que c'est peut-être pas notre place en tant que médecin généraliste de participer à la surveillance épidémiologique en soins primaires, pour deux raisons qu'on pourrait imaginer. Peut-être parce qu'il existe déjà, vous l'avez vu, des intervenants, des bases de données dédiées, et donc on est déjà submergé par beaucoup de données exploitables. Et Nolwenn Rigaud l'a évoqué, des enquêtes épidémiologiques, il y a des bases de données hospitalières et celles de l'assurance maladie. Et la deuxième raison qu'on pourrait imaginer, c'est parce qu'on a aussi déjà beaucoup trop de choses à faire au quotidien. Mais bon, on va dans un premier temps faire abstraction des contraintes organisationnelles qui pourrait y avoir, on en reparlera après, et voir pourquoi la place du médecin généraliste, elle est intéressante, voire nécessaire. On est au cœur de la prise en soin, je pense que vous en êtes tous convaincus, et en santé mentale particulièrement en termes de prévalence, 20 à 30% des patients qui nous consultent ont une souffrance psychique, et en termes d'accès, puisqu'on est la première porte d'entrée pour ces patients qui ont confiance en nous. Donc on a la bonne place pour observer. Et sociologiquement, nous observons, nous palpons dans nos cabinets, dans nos maisons de santé, nos centres de santé, une dimension de terrain qui est rattachée à un certain sens clinique et à une temporalité qui est particulière. Et tout ça en termes de symptômes, de pathologies, de contexte socio-économique aussi. Et cette réalité, nous la décrivons et nous l'enregistrons. Elle correspond à une pratique à laquelle les patients rattachent du sens. Et puis on est aussi, de par notre formation, nous-mêmes acteurs de santé publique, avec un rôle quotidien dans la prévention et l'éducation avec la santé, et donc formés à ça. Le carré de White est ici issu de Laporte que vous connaissez probablement tous, illustre bien l'échelle d'observation que le focus du médecin généraliste permet de valoriser. On a des données issues du monde hospitalier ou recueillies par les psychiatres ou pour les psychologues pour la santé mentale, mais qui ne vont pas englober la majorité des situations de prise en charge, ou en tout cas qui ne vont pas en être représentatives. Et à l'autre extrémité, il y a des données qui sont populationnelles, si on veut étudier le grand carré directement, mais qui vont être plus difficiles à recueillir et à objectiver, et avec des échantillons peut-être moins représentatifs. Donc obtenir des données de par la porte d'entrée du parcours de soins que nous sommes, nous, médecins généralistes, c'est ensuite permettre d'aiguiller sur les bons rails. Et c'est permettre une représentativité à une échelle qui est accessible et à une échelle où le diagnostic et le suivi initial sont le plus souvent faits, avec aussi un certain niveau de fiabilité donc pour des données qui sont pragmatiques. On a l'exemple, toujours sur la santé mentale, du réseau Sentinelle, entre autres, pour le suicide, mais qui sert aussi pour d'autres pathologies. Alors pour la santé mentale, le défi principal, c'est de trouver quels marqueurs peuvent servir pour identifier les troubles et leur parcours de prise en soin. Nolwenn Rigaud nous a parlé de l'importance de la qualité des données. C'est ici qu'on vient se confronter à des défis, parce que contrairement à d'autres pathologies, par exemple la coqueluche qui va être abordée tout à l'heure, on sait qu'on peut se reposer sur un diagnostic biologique et donc son codage qui est facile à retrouver dans des bases de données. Mais les bases de données dont on dispose, et notamment le SNDS, le Système national des données de santé, il ne contient, vous le savez, ni les motifs de consultation, ni les symptômes, ni la mise en œuvre des traitements non médicamenteux. Et on peut tout à fait retrouver les délivrances de médicaments, par exemple les antidépresseurs, mais ça a été étudié que cette délivrance n'est assez logiquement pas suffisamment spécifique pour identifier les patients avec des symptômes dépressifs. Et on le voit bien dans notre réalité. Et ce manque de données sur la prise en charge initiale, il vient biaiser la validité des analyses qui suivent en favorisant les populations des patients avec des dépressions uniquement modérées à sévères, si on reste dans cet exemple. Une illustration, par exemple, c'est la variabilité des données qui existent pour définir les prévalences des troubles mentaux en soins primaires. Donc là, vous voyez qu'on a
des intervalles de confiance qui peuvent varier considérablement, entre 6 et 16% pour les troubles dépressifs. Je ne parle pas des troubles somatoformes. Il y a bien sûr une différence qui va être liée à l'échantillon dans lequel on vient chercher les données, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une autre problématique à laquelle on est confronté ici, c'est celle des définitions et du langage qui va être utilisé pour recueillir les observations. Ou alors, ça veut dire qu'on se contente d'un choix de proxy qui est biaisé, comme les médicaments par exemple. Bon, on en arrive à se poser une question qui n'est pas nouvelle, mais qui est celle de la nécessité ou l'optimisation du codage dans notre pratique. Et là, c'est un exemple des codes de la CIM-10 pour certains troubles en santé mentale. Donc, est-ce qu'il faut travailler pour coder ou coder pour travailler? En fait, il faudrait qu'on puisse faire coller les indicateurs à la réalité et non l'inverse. Ça aurait un peu plus de sens. C'est des choses qui paraissaient difficilement résolvables jusqu'à récemment, où vous êtes probablement au courant, on a des solutions d'algorithmes de ciblage et de traitement automatique du langage qui, à partir du codage incomplet ou partiel que nous avons dans nos dossiers médicaux que nous remplissons, vont pouvoir aboutir à un traitement. Et ça sera évoqué à nouveau tout à l'heure, mais ces techniques innovantes à travers P4DP, donc, ça peut nous permettre d'imaginer des perspectives nouvelles, notamment pour le codage en santé mentale, sans demander beaucoup d'investissements supplémentaires aux médecins généralistes. Et de la même manière, ça permettrait aussi de mieux décrire les prises en soins et les parcours décrits, parce que actuellement, on dispose de très peu de données sur les parcours de prise en soins de manière générale. Par exemple, l'adressage et la consultation chez un psychologue n'est pas directement référencé, alors qu'on sait que adresser pour une psychothérapie, c'est le traitement de première intention de la plupart des troubles communs de santé mentale. On commence bien sûr à avoir quelques données depuis la mise en place du dispositif Mon Parcours Psy, mais c'est très récent et ça reste très, très parcellaire. Alors en santé mentale, on a d'autres défis. Ça va être d'apporter également des éléments pour lutter contre la stigmatisation persistante de ces troubles psychiques et aussi pour pouvoir mieux caractériser les inégalités territoriales dans l'accès aux soins en santé mentale. Et vous avez ici quelques exemples de ces représentations qu'on pourrait changer avec des données plus représentatives de la réalité. Je suis allé même jusqu'à mettre que peut-être que participer à une surveillance épidémiologique en santé mentale notamment, c'est possiblement un devoir éthique et professionnel pour nous, médecins généralistes, qui fait partie éventuellement d'une mission de solidarité sanitaire, on peut dire, et notamment à l'heure où la santé mentale est érigée en grande cause nationale avec cette importance d'une approche épidémiologique pour détecter, prévenir et gérer notamment les troubles anxio-dépressifs et le suicide au niveau populationnel. Mais le sens de tout ça, finalement, les perspectives qui nous intéressent à partir d'une surveillance épidémiologique de qualité en soins primaires et en santé mentale, c'est surtout de pouvoir renforcer la pertinence et la qualité des soins. On pense à l'intégration des données épidémiologiques dans nos pratiques de médecine générale, et cela permettrait notamment une aide à la planification des interventions de sensibilisation, des interventions de dépistage, et puis surtout un meilleur support à des outils d'aide à la décision et à des recommandations pragmatiques. Parce que si, comme je vous le disais tout à l'heure, les données qu'on a ne s'intéressent qu'aux cas les plus graves, ça ne nous aide pas à nos prises de décision pour la majorité des patients que nous voyons réellement. J'en arrive à la conclusion. Finalement, le rôle central du médecin généraliste dans la chaîne de santé publique, il est déjà valorisé. Il y en a probablement certains d'entre vous qui participent à certains réseaux, comme Asso Sentinelle ou Au Secours. Et ça renforce déjà notre reconnaissance en tant qu'acteur clé dans les stratégies de prévention et de surveillance. Et en santé mentale, la pratique du médecin généraliste, c'est un véritable nid de données extrêmement riches, de données originales, et qui pourraient permettre de venir éclairer certaines zones d'ombre qui jusque-là sont assez peu lisibles. Je vous ai parlé du diagnostic et des parcours de soins, des prises en charge.
c'est aussi le cas dans d'autres thématiques, mais particulièrement en santé mentale, où ces données, elles sont potentialisables par des solutions qui arrivent, qui vont être disponibles, sans rajouter des contraintes, notamment de codage, comme P4DP. Et tout ça, ça va vraiment être dans une perspective de renforcer la pertinence et la qualité des soins. Donc cette alliance entre soins primaires et surveillance épidémiologique, pour le médecin généraliste, c'est venir articuler le soin individuel et puis une approche populationnelle, communautaire qui va aboutir à une meilleure détection, une meilleure prévention et pouvoir répondre aux enjeux de santé publique. Et puis comme c'est un rôle populationnel qui est transversal, je vais laisser la parole pour qu'on continue à l'aborder à travers un autre point de vue, une autre thématique qui est plutôt celle des maladies infectieuses. Je vous remercie.